Salut à tous, bienvenue sur l'OM Talking Geneva. Tout d'abord, on va dédier cette émission, l'ensemble de OM Nation Genève va dédier cette émission à Chris Dejony, le fondateur de OM Dubaï. On lui souhaite beaucoup de courage et on pense très fort à lui. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, tout d'abord sur Instagram, sur le projet OM Nation Genève, et sur Facebook aussi, sur le même nom, projet OM Nation Genève. Alors, le programme pour ce soir, ça sera le Mercato qui a fini et on va revenir bien sûr sur l'Olympico. Je serai accompagné aujourd'hui de Flo, de Richard qui est en direct de Marseille et de Christopher, notre monsieur réseaux sociaux à Genève. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Salut. J'espère que vous allez bien. Je suis dans mon appartement de Marseille. Je suis exactement à 5 minutes du stade. 5 minutes en voiture. Magnifique. Et 10 minutes à pied. Eh ben super, alors tu vas nous donner la force marseillaise à Genève. La prochaine fois, on fait un talk. Je fais tout le chemin jusqu'au stade depuis chez moi, si tu veux. Bah, la prochaine fois, tu te mets en direct dans le stade carrément. Ah ben oui, pourquoi pas. Ok, super. Alors on va commencer déjà par l'actualité olympienne. Alors juste avant de parler du mercato qui s'est fini, on va juste dire un petit mot sur la liste des joueurs pour la Champions League. Donc il n'y a pas de surprise dans la liste que le club a communiquée, sauf que bien sûr Mitroglou n'est pas dans la liste, mais c'est pas vraiment une surprise parce que le club ne comptait pas sur lui cette saison. Il n'a pas trouvé de porte de sortie au mercato. Donc on en vient au mercato justement. La dernière journée a été assez active avec l'arrivée de Cuisance, le départ de Bounassar et de Maxime Lopez. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mercato? Peut-être que Richard, tu veux prendre la parole. Moi, déjà, je voudrais commencer par… voilà, donc ce que je disais, c'est que je voudrais revenir sur Mitroglou. Quand on regarde les statistiques sur le même temps, il marque le même nombre de buts, voire sur un temps moins long que Benedetto. Et ça me pose problème. On veut plus de Mitroglou, mais on laisse la place à Benedetto au premier rang. Donc, pourquoi pas utiliser en doublure Mitroglou, vu qu'on n'a pas d'attaquant et qu'on a que Ake, qui est encore très léger. On aurait pu garder les trois et se servir de Mitroglou, qui a quand même marqué quelques buts de la tête. Voilà, donc bon, ça, c'était une petite aparté avant d'en venir au mercato, qui est bon dans l'ensemble. C'est par rapport à nos moyens, je trouve que c'est pas si mauvais, vu que on a quand même pris Cuisance, qui était quand même au Bayern de Munich. On a Gay qui donne de bons résultats pour l'instant. Il faudra quand même revenir les garçons sur quand même la question suivante, pourquoi Gay n'est pas titulaire? Moi, je me pose la question. Je sais pas vous, Ça va venir certainement. Oui. Voilà, donc je ne trouve pas ça normal. Après Paris, il aurait dû avoir la place de Sanson. Ce n'est que mon avis. Okay. Puis après, les autres, Balerdi, Nagatomo, on n'a pas assez de recul pour donner une opinion, sauf que bon, c'est bien quand même de les avoir. On a plus de recrues que d'habitude. Donc, c'est plus positif et c'est bien par rapport à Longoria quand on compare à Zubizarreta. D'accord, très bien. Christopher, qu'est-ce que tu as pensé de ce mercato, tant sur les plans des arrivées que sur des départs tu peux nous dire? Alors déjà, il faut mettre ça dans le contexte des moyens qu'on avait. Il faut voir que, alors on peut estimer qu'en dépenses, on a peut-être eu de dépenses de 11 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a 8 millions qui ont vraisemblablement été mis pour… Luis Enrique, oui. Voilà, Luis Enrique. Et 3 millions, si j'ai bien compris, qui seront pour Cuisance au niveau du prêt cette année. Donc, à pourri, c'est ce qu'on aura à pourri dépensé cette année, peut-être un peu plus aussi avec Balerdi, dont on n'a pas vraiment, où ça n'a pas vraiment filtré. Mais voilà, en tout cas, c'était un recrutement low cost. Pour moi, le low cost, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc, ils ont essayé d'investir dans des jeunes pousses. Et c'est vrai que du coup, ça rajeunit d'un coup l'équipe quand même pas mal, surtout quand on sera débarrassé de Mitroglou. Donc moi, je trouve ce mercato assez intéressant. Il va falloir être patient, il va falloir attendre. Mais de toute évidence, bon, je pense qu'on y reviendra, mais le gros coup, c'est Cuisance pour moi, qui est vraiment un joueur exceptionnel. Et je pense que notre milieu de terrain va beaucoup changer grâce à lui.
Cuisance, c'est un club c'est un joueur que le club suivait depuis un certain temps, et donc c'est quand même une satisfaction de réussir à l'avoir, quoi. Je voulais revenir sur un point que Jacques-Henri Hérault, lors de la dernière journée du Mercato, a fait. Il a dit qu'il y a eu 2 opérations qui venaient d'être conclues et qu'il y en aurait probablement une qui serait conclue d'ici la fin de la soirée. Donc, il faisait certainement référence à l'instant T à Joachim Maélé, le défenseur de Genk, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Longoria a dit, c'est la première fois dans ma carrière que je vois ça. Il y a eu une surenchère. Enfin, Genk a demandé plus d'argent que prévu initialement. Le club a refusé. Ça s'est fait dans les derniers instants du mercato. Donc, Longoria était très remonté. Le joueur était très remonté. Il réagit déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux réagir à ça, peut-être, Flo, par rapport à ça? Bah alors déjà, moi, ce que je compte dire, c'est que pour moi, ce qu'il a dit, Hérault, au tout début, c'est pas polémique en soi. Qui prennent pour argent comptant le joueur, Mieling, enfin Mielleux d'ailleurs, ou je ne sais pas prononcer. Ça gêne un peu, c'est normal. Mais pour moi, c'est pas tant polémique que ça, parce que je vois déjà sur les réseaux sociaux que ça commence à faire polémique, ou ça a fait polémique d'ailleurs, un truc de malade. Et moi, je trouve que c'est sa première sortie depuis qu'il a recruté Ouvrard et Longoria, et il s'en prend plein la gueule, alors que, bon, finalement, c'est pas si grave que ça, quoi. Ensuite, ouais, voilà, comme il a dit, comme tu as dit, Rafi, le joueur, il est super déçu. Là, j'ai vu que par exemple, là, je vois dans l'interview qu'il a fait pour le média danois, son directeur sportif l'a appelé et il a jeté dès qu'il a fini l'appel, il a jeté son téléphone loin de lui. Il était bouche bée, il ne savait pas quoi dire. Ça veut dire qu'il voulait vraiment venir à l'OM et c'est vraiment décevant de la part de Genk. Surtout qu'ils auraient pu quand même faire un petit effort. Demander 16 millions, il me semble, d'après ce qu'on dit. Oui, c'est À un une heure de la peu fin du excessif, mercato, hein. c'est quand même quelque chose de dégueulasse, on peut dire directement. Mais ouais, Ils ont donc tenté un coup de poker en se disant c'est ça, peut-être que voilà. l'OM était dans le besoin de recruter ce joueur. Donc, on tente un coup de poker En pour plus, gratter un peu d'argent. ce qu'il a dit le joueur, Mielleux, c'est que il avait déjà signé, le contrat était déjà signé, il y avait plus rien à faire, c'était juste entre les deux clubs que ça se passait. Donc finalement, tout était fait, sauf Genk, pour Genk, quoi. C'est En Oui, fait, et ce qu'il puis faut on se retrouve. souligner, c'est que… Ah, excuse-moi. Ce qu'il faut Vas-y, souligner, en Christopher. fait, c'est que… ouais, désolé. Hein. Ce qu'il faut Non, je t'en souligner, prie. c'est qu'il avait plus ou moins un accord tacite avec le club, comme quoi s'il y avait une grosse opportunité qui se présentait devant lui, il devait, parce qu'il a l'année dernière re-signé en fait une prolongation de son contrat. Et il avait discuté en fait que c'est une grosse proposition qui se faisait, ils auraient dû le lâcher en fait. Hein. C'était vraiment le contrat moral qu'il avait avec eux. Et puis lui, s'est vraiment senti trahi véritablement par cet changement de choses dans la toute dernière minute. En fait, ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris, c'est le board de Genk. En fait, quand ils devaient faire la signature finale de l'accord quelques minutes avant les minuit, et ben, c'est le board en fait qui a dit ah ben non, finalement, on va rajouter quelques millions. Moi, je me pose quand même la question parce que en fait, ce qui est très louche, c'est que le même soir et le même jour, ils ont vendu leur autre latéral droit. Donc, je me demande s'ils n'ont pas, entre guillemets, voulu tenter un sale coup en se disant bon, bah voilà, on n'a plus de latéral droit, on est à poil si le joueur part. Est-ce qu'on ne ferait pas un sale coup pour le garder, quitte à perdre le joueur au niveau de sa confiance et de tout? Mais il a vraiment, hein, là dans ses tweets, c'est impressionnant. Il dit en gros qu'il fait encore confiance à ses coéquipiers, à son entraîneur, mais il fait en aucun cas plus confiance aux autres, au management et à ceux qui gèrent le club. Oui, c'est sûr qu'ils ont peut-être réussi à le garder et ils pourront l'aligner sur le terrain, mais il va pas rester. Il va pas rester plusieurs années au club. Vu comment ça s'est passé pour lui, je pense qu'il a dû se mettre les dirigeants à dos, ce qui est tout à fait normal. Mais pour nous, ce qui se passe, c'est que on va avoir un joueur qui va manquer à ce poste, n'est-ce pas, Richard? Alors, On va avoir un en fait, latéral droit au moins. Moi, je suis pas. Flo disait que c'était pas trop grave tout à l'heure. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est très grave parce que de toute façon, dans tous les cas de figure, quelles que soient les raisons, il y a une volonté de sabotage du transfert. Chose dont c'est pas la première fois que ça nous arrive.
voilà, dès que c'est l'OM, bon, ben, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ce joueur, je me suis intéressé à lui un petit peu, il est très bon. D'après les informations que j'ai, je ne sais pas si vous en avez, si c'est un fake, mais moi j'ai entendu que c'est un bon technicien, qu'il est physique, etc. Donc on a perdu une opportunité. Est-ce que c'est pas des gens externes, on va pas dire du type Olas ou quoi, parce qu'il faut accuser personne, mais est-ce que c'est pas d'autres personnes qui ont fait quelque chose pour saboter l'affaire? En tout cas, c'est plutôt important et pour moi, Flo, je suis pas d'accord avec toi. C'est dire c'est pas grave, non, c'est grave parce que ça arrive au dernier moment. On avait besoin de ce latéral. Si Sakai se blesse, on est coincé. Donc voilà, pour moi c'est grave ce qui s'est passé là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'on va enchaîner les matchs Champions League, championnat, ça va être très compliqué. On va juste finir cette partie, si vous le voulez bien. Je crois que Christopher, tu voulais dire un dernier mot. Excuse-moi, Flo, mais je crois que Christopher voulait dire un dernier mot. Oui, très rapidement. En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que la grande réflexion actuelle, c'est est-ce qu'ils vont prendre un latéral droit, je ne sais pas si ce n'était pas le point d'après d'ailleurs, s'ils vont en recruter un nouveau ou pas. Désolé, parce que ça va vraiment en fait avec la suite. En fait, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'ils ne vont pas attendre pour le recruter, en fait. Parce que déjà, en fait, on voit même que les supporters sont très touchés par l'histoire, parce que le fameux tweet qu'il a envoyé, le No Words, qu'il a écrit, en fait, a vraiment beaucoup touché les supporters. Ça s'est vraiment bien propagé, en fait, dans la sphère OM. Quand même. Excuse-moi, Christopher. Ici à Marseille, il faut que vous ayez bien à l'esprit, que vous vous souveniez que les supporters sont touchés par un joueur qui avait à cœur et qui a du cœur pour jouer pour ce club. Donc forcément, ça va faire encore un petit peu de bruit prochainement. Moi, je pense. Justement, je donne la parole, Christopher. Et je sais pas si tu te souviens, mais en gros, avant qu'il y ait cette histoire, dimanche, c'était très intéressant. Tu voyais les supporters dimanche, il nous faut un latéral droit, il ne faut pas qu'on attende quoi qu'il arrive cet hiver et tout. Il y a eu toute cette histoire, en fait, avec lui, d'un coup, le lendemain, lundi, le mardi, excuse-moi, tu as le grand changement, c'était d'un coup, tous les gens étaient en train de dire, peut-être qu'en fait, que ce mec-là, on pourrait peut-être l'attendre, on peut trouver une solution. Donc, c'était très marrant. Tu dis qu'on prend un neuf à la place. Donc, on avait eu trop de réussite. On avait eu trop de réussite jusque-là dans ce qu'on a tenté. Donc, il fallait bien qu'on nous sabote quelque chose. C'est ça. Et c'est dommage parce que je pense que tout le monde aurait dit ouais, alors Longoria, il a fait une masterclass, machin, enfin les trucs qu'on entend d'habitude plus pour Léo au PSG ou tout comme ça. Et je pense qu'on est passé pas fini d'avoir ça quoi. Ceci dit, c'est pas fini, Christopher. On va rappeler que pour recruter peut-être qu'on aura une bonne nouvelle ce soir. On va rappeler que pour recruter le Joker, dont je pense que tu faisais allusion, Christopher, il faut que ce soit ou un joueur libre, donc qui est sans contrat, ou un joueur qui évolue en Ligue 1. Donc, on va restreindre la possibilité. Mais comment il s'appelle ce latéral Rafi, rappelle-moi, ce latéral de Metz et 11, comment il s'appelle? 111. Voilà. 111. Celui-là, moi, il me plairait pas mal, celui-là. Il me plairait pas mal parce que, attention, il a de la puissance, lui. Hein. Alors, à condition bien sûr que Metz nous lâche, mais bon, en plein milieu de la saison, enfin, de la première moitié de saison, c'est pas toujours évident. Alors, juste un petit message, c'est qu'on arrive à la fin de la première partie de cette émission. Donc, si vous étiez sur Instagram, c'est la fin de la première vidéo sur Instagram. Vous pouvez suivre la deuxième partie de l'émission sur YouTube. Si vous avez commencé sur YouTube, vous pouvez donc rester sur YouTube, il n'y a pas de souci. On passe à la deuxième partie, on parle du débrief de l'Olympico. Donc, on s'est retrouvé assez rapidement dans ce match à 10 contre 11. C'est jamais évident, en plus à Lyon. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce match? Peut-être que la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'au final, on a une bonne défense parce qu'on a tenu le score. Peut-être Christopher, tu veux réagir
Ben, en fait, pour moi, et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu m'as dit que tu m'invitais sur ce match-là, je me dis merde, qu'est-ce que je vais leur dire sur ce match? Il est affreux parce qu'en fait, il y a eu le truc de Payet. En fait, c'est le match à Payet, quoi. D'ailleurs, on discutait avant, on dit ouais, Christopher, c'est quoi à ton avis la personne à qui tu as envie de parler sur ce match-là? Je dis écoute, à part Payet, je vois pas. Parce que pour moi, il y a eu cette action, ce but de Payet. Après, il y a eu le carton rouge de Payet. Et puis après, pour moi, il n'y avait plus de match. C'était, voilà, on a une belle Attaque-défense. Voilà. Bon, voilà, on a fait Oui, mais c'est ça. qualité Oui, mais défensive, mais Christopher, c'est ça qu'on peut dire. rien d'autre à dire, quoi. Oui, mais c'est ça Oui, qu'on peut dire. Bah, alors vas-y Richard, on était ensemble au Ben, Quick d'ailleurs à Genève. On a pour tout rebondir, le match, mais voilà. voilà, pour rebondir sur ce qu'il dit, bon, nous, on était au Pickwick avec les deux Raphaël. Et moi, dans ce que je vois, je suis content du match. Je suis content de l'OM. L'OM fait un bon match parce que tu te retrouves à 10. Tu perds ton maître à jouer et tu finis 1-1 sur le terrain de Lyon. Donc, ça veut dire que en étant dominé, tu as réussi à tenir le coup. Donc, c'est quand même. On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Merci la défense. Et merci d'avoir tenu le coup et merci de vous être battu comme ça, même si sur ce match, Lyon a un peu les pieds carrés, mais pas tant que ça. On a sauvé beaucoup de ballons. Et même le petit Lopez, d'ailleurs, ce jour-là. Je veux bien l'admettre. Donc, croyez-moi, moi, je pense que l'OM a fait un bon match et ça peut les aider pour la suite. Parce que tu te retrouves à 10, le match était perdu. Hein. C'était perdu. Bah, de toute façon, quand Payet prend un rouge, je pense que tout le monde signe pour le match nul. Hein. Il y a pas Exactement. photo. Hein. Tout le monde signe pour le point du match nul. On rentre à la maison avec un point. Tout le monde est très content. Hein. Flo, tu vas pas me dire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment donné, AVB, dans sa stratégie, il a tenté la gagne en fait. Et je dis, mais il est fou! Parce que moi, je dis, mais il fallait blinde la défense et puis il fait rentrer Gay, il fait rentrer. Vraiment, t'as l'impression que là, d'un coup, il jouait tout pour l'attaque. Ça m'a fait flipper ce moment-là. Sur un contre, tout est possible. Hein. Tout est possible sur un contre. C'est comme l'équipe de France, ils ont gagné la Coupe du Monde comme ça. Hein. C'est sur les contres. Et Mbappé, il partait comme une flèche et ils attendaient les mecs et les mecs ils se sont fait blouser. Jusqu'à la finale, ça a été comme ça avec la Croatie. Ben, c'est une tactique comme une autre. Hein. Et si tu gagnes, merci. C'était la technique de Lyon face à Manchester City d'ailleurs. Mais exactement. Alors Flo, ton impression sur ce match, s'il te plaît. Pour moi, ça peut être un match référence défensivement, comme le match du PSG. Hein, ça peut être un match référence défensivement. C'est ce genre de match qui peut nous servir à peut-être ramener le nul de City, par exemple. C'est un point important pour la Ligue des Champions. On ramène un point de City, c'est super important. Ensuite, offensivement, on n'a pas trop vu grand-chose. Masterclass de Payet, quand même, qui a su être quand même décisif au bon moment, malgré qu'il prenne le. Quel dommage qu'il fait cette faute quand même, quel dommage. On en parlera un peu plus derrière, je pense. On a de la chance aussi, parce que 2 buts de Lyon refusés. Ouais, donc, surtout le deuxième, franchement, honnêtement. Ouais, il y a faute, mais c'est léger, quoi. C'est pas. C'est vraiment. Oui, on va dire peut-être si c'était de notre côté que c'était refusé. C'était refusé, on aurait peut-être fait le débat ce soir. Voilà, c'est ça. Il y avait pas le but. Ça peut être. Croyez-moi, s'il n'y avait pas faute, ils n'auraient pas sifflé. C'est qu'il y a faute s'ils ont sifflé. Ouais, le pied était. On va pas s'en plaindre. Le nul, en tout cas, le nul était chanceux, on va se dire. N'oubliez pas le pénalty, hein. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas le pénalty. Si tu restes à 1-0 et que ça reste comme ça jusqu'à la fin du match, tu fais le plus grand hold-up de l'année. Hein. Donc, on va dire que l'arbitre a toujours raison. Voilà. Moi, je dis que les arbitres ont toujours tort avec l'OM. Mais oui, on s'en tire bien. Il faut reconnaître qu'on s'en tire bien. Et on a été très solide défensivement. Pierre Ménès, je l'écoutais sur Canal+, disait l'OM, c'est une équipe qui sait défendre, qui ne sait pas forcément attaquer, mais c'est une équipe qui sait défendre. Et ça s'est avéré, même à 10 contre 11, on sait défendre. Et Lyon a une bonne attaque devant, il faut le reconnaître. Ils ont été aussi maladroits, il y a eu beaucoup de maladresse de leur part. Mais le résultat est là, c'est l'essentiel, je pense. Donc, juste merci à Pierre Ménès qui a souvent un peu d'équité avec l'OM. Je le reconnais aisément.
C'est vrai. On peut pas dire qu'il est pro-parisien. Enfin, moi, j'ai souvent lu Non, des non, choses comme ça. On peut il pas a, dire qu'il est il, pro-parisien. il a souvent de l'équité. Il est juste Enfin, avec mon tout le ami, monde. dans ses propos. Il est juste avec tout le monde. Ouais. Un peu méchant, mais juste. Ok. Alors, on va parler on va décrypter un peu les joueurs, un peu individuellement. Toi, Flo, je sais que ça te tenait à cœur de parler ce soir de Dimitri Payet, qu'on n'a pas vu longtemps, mais C'est vrai. qui a mis son but, qui est toujours motivé à 100% pour jouer contre l'OL de Rudy Garcia. Je précise de Rudy Garcia, il est toujours très motivé. Ça a chauffé récemment, il y a quelques jours, du côté de Rudy Garcia. Je vais pas dire ce qu'il a dit, je vais pas dire ce qu'il a dit parce que c'est un peu grossier, mais Non, dis-le, Payet est dis-le. toujours. On peut le Non, dire hein, je le dirai pas. qu'il a dit que Payet n'avait pas de couilles, on peut le dire directement. Hein, Bon, bah, tu l'as dit à ma lui. place, alors tu l'as dit à ma place, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il était motivé à 300%. Il a malheureusement joué une vingtaine de minutes, mais il a mis son but. Je pense que tu voulais revenir un petit peu sur sa prestation. Alors déjà, masterclass de aussi Thauvin, parce que la passe est vraiment géniale. Hein. Bon, la défense Oui, faut lyonnaise le dire. est à la rue sur cette action-là, mais passe vraiment magnifique de Thauvin. Il me semble que c'est sa troisième. Après, soi-disant, ils ne s'entendent pas les deux. Quand même, ça fait 2 buts de rang. Une fois, c'est Payet qui lui donne le ballon et une fois, c'est lui qui donne le ballon. Je commence à me poser des questions sur cette soi-disant mésentente entre les deux, moi. Ouais, ils s'entendent. Après, bon, Payet met le bon geste au bon moment. C'est bien placé. Lucidité, on va se dire. Mais derrière, gros manque de lucidité sur le tacle. Alors, pour moi, le rouge, comme dirait AVB, il est justifié. Maintenant, pour moi, plus un jeune orangé, on va se dire. Surtout quand on voit que plus tard dans le match, il y a Guimarães qui découpe à ma vie et qui se prend qu'un jaune. Pour moi, c'est une action qui mérite le rouge aussi. Donc, voilà. Ah, on trouve des choses quand on cherche. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Après, pour revenir à l'arbitrage, parce que finalement, Payet, on a peu de choses à dire vu qu'il a fait un bon match et un mauvais match en même temps. Mais Attends, je peux faire une petite parenthèse de secondes, Flo? Dis-moi, Juste pour revenir sur le fait que le scandale aussi dans tout ça, si on reste sur l'arbitrage, c'est le fait que pour ce carton rouge, il a pris 3 matchs de suspension avec un. Ah oui. La série est sortie. Et c'est un énorme scandale pour moi parce que franchement, quand tu regardes les autres, les autres sanctions que tu as normalement, ça c'est peut-être 2 matchs grand max, mais 3 avec un sursis, c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est un scandale hallucinant. Je ne sais pas qui c'est qui gère ça à la LFP, mais ça m'a mis vraiment très en colère quand j'ai vu les conclusions. Après, le tacle est dangereux. Hein. Le tacle est dangereux quand même. Ça peut le blesser gravement. Ça prouve que Vincent Labrune n'apporte rien à l'OM s'il a la LFP, comme on a entendu au début. Ouais. Voilà. Rafi, il laisse lui un petit peu de temps quand même. Rafi, il faut lui laisser un peu de temps, il arrive, il commence à favoriser l'OM, tout le monde va sauter au plafond. Hein. Je pense qu'il sait où il est son bureau à la LFP, et il a commencé déjà à prendre ses marques, je pense. Et reviens, Flo, à ton analyse. Non, mais c'est mieux qu'il ne nous favorise pas. C'est mieux qu'il ne nous favorise pas parce qu'il nous favorise après, ça va faire des esprits. Je conclue. L'arbitrage, déjà, Payet, il fait cette faute. Avec l'expérience qu'il a, c'est pas normal. C'est un gros manque de lucidité, comme je disais. Et puis pour revenir au penalty que Melvin Barr, le joueur de Lyon, provoque. Alors pour moi, il n'y a pas penalty parce que le ballon sort derrière. Après que l'arbitre siffle, c'est pas étonnant, ça me gêne pas. Je l'aurais peut-être pas accordé comme ça, mais bon. Finalement, voilà, on va dire que le gros scandale, ça va être l'arbitrage, même si après, derrière, Stéphanie Frappard a fait part de son comment dire, a reconnu ses fautes, notamment sur la sortie elle a reconnu ses fautes, notamment sur la sortie de Lopez, qui méritait bien un peu penalty sur Alvaro. Voilà. Ok, très bien. Richard, toi, tu avais un coup de cœur depuis déjà quelques temps, puis encore sur le dernier match, tu voulais parler de Gueye. Bah oui. Comme je l'avais déjà dit dans l'œil de Richard, je vais peut-être un peu me répéter, mais ce garçon, chaque fois que je le vois sur le terrain, il fait des prouesses. Donc, je veux bien qu'on le laisse aller une mi-temps après le match de Paris sur le banc, puis après tu le fais rentrer, puis après tu le laisses sur le terrain. Parce que
je suis désolé, quand je vois les prestations de Sanson depuis 4 matchs, j'en ai marre. J'en ai marre. Déjà, c'est un peu comme Lopez. J'ai un peu du mal à le supporter parce que pour moi, c'est un garçon qui va te faire 6 matchs sur 10 pourris, voire 8 matchs pourris, et personne s'en aperçoit. Donc, largement, il lui a largement pris sa place et AVB met trop de temps pour être réactif. Je veux bien qu'il veuille prendre le temps de lui faire sa place, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais la concurrence, elle doit être saine. Pour qu'elle soit saine, au moment où il est plus fort que lui, c'est lui qui doit être sur le terrain et pas l'autre. Donc, je ne peux pas dire qu'on doit enlever Camara pour mettre Gay. Je ne peux pas dire qu'on doit enlever Rongier, même s'il a eu quelques mauvaises passes. Mais on sait très bien que Rongier, c'est plus de la fatigue, des problèmes de Covid, des choses comme ça, que de l'irrégularité. Sanson, on est sur de l'irrégularité, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on dise sur sa technique, même s'il a une bonne technique, le garçon, il est pour moi irrégulier. Donc, quand tu vois que Gay est régulier à chaque fois qu'il est rentré, ben moi, ça me donne envie de le récompenser et de le laisser sur le terrain. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il est là, on a du résultat. On a des résultats. On a eu des résultats à Paris. Le gars, il arrive de Ligue 2. Il est à Paris. Il ne s'est pas démonté. Il a fait le match qu'il faut et il nous a fait gagner. Ça suffit. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. AVB est un très bon entraîneur. On l'aime beaucoup. On ne va pas cracher sur tout ce qu'il a fait. Mais en ce moment, il ne prend pas les bonnes décisions. C'est une certitude pour moi. En fait, pour répondre à Richard, je pense juste qu'AVB a un mode de management qui est basé sur le fait qu'il y a des leaders et il ne veut pas trop en fait, changer ces leaders qui sont sur le terrain. Il a beaucoup de mal à se dire, ah bah tiens, celui-là, il a mieux joué à l'entraînement, je vais mettre plutôt celui-là qu'un autre parce qu'il a peur. En fait, Christopher, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, Sanson ne rentre pas dans le cadre des leaders. Tu me dis Camara, Thauvin, Kaletassa, Payet, voilà, ces 4-là, je te dis, bingo, tu as raison. Mais Sanson, Christopher, sous Garcia, il est parti sur la touche plusieurs fois, hein, comme Lopez. Hein. Bah, c'est juste arrivé. Hein. C'est juste que les joueurs tout jeunes, hein, que tu prennes Gay, ou même ça sera le même problème d'ailleurs quand il y a Cuisance, hein, ça va être exactement le même problème. Tout jeune ou pas tout jeune, s'il est meilleur, regarde Kamavinga, regarde. Ouais. Il vient de marquer avec l'équipe de France hier. Pourquoi il a marqué ce but hier? Je vais te dire pourquoi. Parce que psychologiquement, il est tellement bien dans sa tête. On lui fait tellement confiance que le gars, même en équipe de France, il te fait des prouesses. Bon, alors, c'est sûr qu'il a un don de folie. Il est très fort. Mais le petit gars, attention, il est très très bon aussi. Si on le brûle, on va le perdre. C'est pour ça que justement, c'est maintenant qu'il faut lui faire confiance. On va juste, excuse-moi Christopher, tu vas juste nous donner ton coup de cœur ou peut-être ton petit coup de gueule sur un des joueurs du match et pour conclure cette dernière partie. Bah justement, mon coup de gueule, en fait, c'était sur c'était la transition entre la récupération et l'idée après de faire du jeu. Justement, c'est intéressant parce que ça fait une parfaite transition à ce qu'on disait avec Richard, parce que moi, en fait, ma théorie, c'est que un jour, s'il continue de jouer à ce niveau-là, Rongier et Sanson, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec Camara, Gay et puis Cuisance en fait comme titulaire. Merci Christopher. C'est le gros truc qui risque d'arriver. Parce que justement, moi, mon gros coup de gueule, en fait, c'était vraiment. Alors, on a fait la bonne récup, hein, parce que voilà, Sanson, quand même, il a un super physique, il était très bon à récupérer le ballon. Mais après, Rongier, pareil, mais après, c'était fou. Il y a eu des phases de jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez, certaines phases avec Rongier qui récupérait tout le temps la balle, on lui redonnait la balle, il repassait tout le temps en arrière, et il reprenait la balle, et de nouveau, il la repassait en arrière. Enfin, c'était insupportable. Il y avait aucune solution. Christopher, juste une aparté. Dites-vous bien une chose, c'est très simple. Pourquoi le gars, les clubs anglais ne l'ont pas acheté? Voilà, c'est très simple. Les recruteurs anglais ne sont pas des idiots. Il n'a pas un niveau suffisant pour être acheté 30 à 40 millions comme voulait le vendre Macourt. Et donc, ce que tu dis, et j'en reste là, je te redonne la parole, tu as raison. Alors après, il faut voir Cuisance, parce que si Cuisance, il est moins bon
que Sanson, ça ne vaut pas le coup non plus. Donc, il faut regarder ce qui se passe aussi avec Cuisance. Alors, pour beaucoup suivi Alors, conclue Cuisance, juste, en fait, un Christophe, joueur qui alors, me fascine, parce que justement, on n'a pas fait trop de points Cuisance. Justement, la première partie, on peut en profiter juste pour en faire un rapide point Cuisance. T'es d'accord? Vas-y. Alors, Vas-y, parce et on que conclut Cuisance, l'émission. voilà, super. Cuisance, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Et il a une très belle frappe de balle. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment le contrôle, quoi. Il contrôle la balle, il va vers l'avant. Toujours, il part vers l'avant. Il cherche toujours à éliminer ses adversaires. Ça va faire presque peur des fois parce que j'espère que Camara derrière, il va bien suivre. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui cherche toujours le contrôle, le 1 contre 1. Il va toujours éliminer. Et en plus, tu le fatigues jamais. Il est toujours à fond. On est content de l'avoir. Hein. On est content de l'avoir. Ouais, vraiment, les gens, je crois qu'ils ne sont pas encore prêts de ce qu'ils vont avoir. On a un joueur qu'on n'a pas encore comme ça. Non, il est de haut niveau, lui. Il est de haut niveau. Et Camara, Gay, Cuisance, moi, je commence à trouver ça séduisant dans l'entrejeu. Hein. Ils sont de la même année en plus. Hein. Ils sont de la même année. Hein. Ouais, 21 ans. De 99, il me semble, ou un truc dans le genre. Ou 98. Ouais, ils ont tous 21 ans. En tout cas, oui, c'est assez prometteur. Et puis, on a des bons signes d'espoir, en tout cas, pour que ce soit peut-être le milieu de terrain du prochaine saison. Regardez. Oui, vas-y. Les garçons, regardez. Si on a Gay, Cuisance, Camara, ou allez, Rongier intercalé en bipolarité avec eux, c'est-à-dire qu'ils alternent vu les matchs, avec Payet à gauche, Thauvin à droite ou dans un système en 4-2-3-1 avec Payet au milieu et devant Thauvin avec si Benedetto il n'y arrive plus, le nouveau petit brésilien qui s'avère être une pépite comme on a dit. Qui sait qu'on passe pas le premier tour? Mais il faudrait le faire, il faudrait le tenter. On prend les paris. Notre émission touche à sa fin. Alors, merci messieurs, encore une fois. Eh oui, hélas. Malheureusement, on se retrouve bientôt. De toute façon, c'est pour notre rendez-vous quotidien. Merci messieurs. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup à tous de nous suivre. Et on vous dit à bientôt. Allez, salut. Ciao. Ciao.